Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de notre épisode Gros Plan consacré au Magicien d'Oz. Alors on va maintenant passer à la partie analyse et interprétation du Magicien d'Oz. Moi, je voulais partir d'un ressenti personnel, en fait, sur ma revoyure du film. J'avais un souvenir du film très merveilleux. Et en fait, là, lorsque je l'ai vu récemment, la première partie, je me suis dit, en fait, qu'elle était assez longue. Il s'y passe pas mal de choses. On a le conflit entre la famille de Dorothy et la voisine, Miss Gulch, qui en a après Toto. On a la fugue de Dorothy, sa rencontre avec un sympathique charlatan, donc le fameux professeur Marvel, qui la convainc de rentrer chez elle. Et en fait, ça, c'est très différent du roman, où en fait, la partie au Kansas, au début, dure à peu près 2 pages. Ça n'a aucun intérêt particulier, juste, elle habite au Kansas, et puis hop, elle passe dans le pays d'Oz. Là, le scénario a vraiment développé cette partie-là. Alors moi, c'est presque le contraire, en fait, c'est rigolo, parce que j'avais le souvenir d'une partie Kansas interminable, alors qu'en la revoyant, j'ai trouvé que ça allait assez vite et que c'était relativement efficace, les enjeux étaient vite posés. Et en fait, si on regarde les timecodes, c'est environ au bout de 20 minutes que Dorothy arrive à Oz sur un film d'1h40, donc on a en fait 1/5 du temps qui est au Kansas, qui est finalement pas beaucoup. Et j'avais aussi oublié, en fait, que Dorothy croise tous les personnages avant d'arriver à Oz, en fait, puisque plusieurs personnages, on l'a déjà un peu dit, ont leur équivalent dans la réalité, puisque la sorcière est jouée par Margaret Hamilton comme l'est la méchante voisine, donc Miss Gulch. Le magicien et le professeur Marvel, c'est les mêmes. Les 3 compagnons, ce sont 3 personnages qui travaillent dans la ferme de Dorothy. Et en fait, dans cette première partie, la suite du film est quasiment déjà écrite. On sait par exemple déjà que, donc spoiler alerte, le magicien va s'avérer être un imposteur puisque le professeur Marvel est lui-même déjà un imposteur, même s'il est fort sympathique. Et en fait, il y a des parallèles entre le monde réel et Oz qui sont vraiment nombreux. Et en réalité, j'ai eu l'impression qu'on comprenait assez vite que Oz est un rêve. Là aussi, c'est vraiment très différent du livre parce que Oz, chez L. Frank Baum, c'est clairement un monde qui est réel. Et d'ailleurs, Dorothy y retourne dans les nombreuses suites qui ont été faites au roman. Ah, c'est marrant que tu dises ça sur le statut onirique en fait de Oz, parce que pour moi, on entretient toujours un doute. Je veux dire que c'est pas comme s'il y avait dans la diégèse une reconnaissance par les personnages et donc par le spectateur de ce caractère faux de Oz. Dans le rêve, elle ne se pose pas en fait la question des réalités du monde qu'elle est en train de traverser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai envie de dire justement, enfin, c'est comme ça, c'est ça un rêve en fait, parce qu'à partir du moment où tu commences à te demander si c'est un rêve, enfin, je sais pas comment dire, quand on rêve, on se demande rarement à l'intérieur même du rêve si c'est un rêve, ou alors c'est qu'il est sur le point de se terminer. Donc pour moi, ça renforce l'idée que c'est un rêve, le fait qu'elle se pose jamais de questions. Elle arrive là-bas, elle dit ah on n'est plus au Kansas, mais elle se pose pas de questions. Ouais. Donc pour moi, ça renforce l'idée que c'est un rêve, tu vois. Du coup, je pense qu'évidemment, pour les enfants, tout est fait pour qu'on puisse y croire à ce monde, mais en tant que spectateur adulte, vu en plus tous les indices qui ont été semés, puisque donc on a des personnages qui ont été vus dans la réalité au début, qu'on revoit sous une autre forme à Oz, pour moi, l'idée, c'est quand même que c'est un rêve, quoi. Mais bon, ça se discute. Parce qu'on n'est pas les premières à en discuter depuis que ce film est sorti. Et en fait, au niveau dramaturgique, c'est un peu étrange, parce que la protagoniste, donc Dorothy, va accomplir son évolution et apprendre sa leçon, en fait, dans la toute première partie. Puisqu'elle comprend que ce n'est pas une bonne idée de fuguer, que sa famille l'aime et qu'elle sera mieux avec sa tante et son oncle, tout ça, elle le comprend avant d'arriver à Oz, en fait. Et en fait, toute la partie à Oz ne présente pas particulièrement une évolution de Dorothy. Elle veut rentrer chez elle et ça change pas du début à la fin. À la limite, en termes de narration, tu le disais un peu, tu disais que c'est très efficace et tout, c'est vrai. La partie au Kansas avant la tornade, ça fonctionne presque en soi-même, quoi. Ça pourrait être un court-métrage complet. À la fin, Dorothy, elle a compris qu'il valait mieux rester avec sa famille. Elle rentre dans sa famille et puis c'est fini. Et pourtant, en fait, il reste encore plus d'1 heure d'aventure après ça. Alors, pour parler de la morale du film, le fameux There's no place like home, c'est vraiment un truc qui est répété du début à la fin. Donc, le foyer, la famille sont présentés comme des refuges indispensables que chacun doit aspirer à retrouver et qui sont bons par essence. Donc c'est quand même une morale assez conservatrice, puisqu'au final, en fait, le désir de Dorothy d'aller over the rainbow n'était pas une si bonne idée que ça,
Mais en même temps, si, puisque évidemment, ça lui a permis, voilà, cet émerveillement, cette découverte d'un autre monde plus coloré, hein, littéralement plus coloré, opposé à son foyer qui est en noir et blanc. Donc il y a vraiment des aspects contradictoires dans cette morale, je trouve. Et cette glorification du There's no place like home, ça rejoint une tendance un peu plus générale dans le cinéma américain et à la MGM en particulier, à la valorisation des petites communautés rurales, de la famille, enfin des attaches très communautaires très, très prononcées. Carrément, mais limite, en fait, cette morale est tellement acédée que je trouve que ça devient louche, c'est too much, en fait. À la fin, Dorothy, elle dit à sa tante, je ne vous quitterai jamais, 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 et on est, et c'est genre quasiment la dernière phrase du film, et on se dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment en train de nous dire que les enfants ne doivent jamais quitter le foyer familial? Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, c'est hyper bizarre. Moi aussi, ça m'a frappé là en le revoyant, notamment parce que lorsque Glinda lui dit mais tu avais déjà appris la leçon et que donc l'épouvantail et l'homme de fer blanc disent mais qu'as-tu appris, Dorothy? Elle dit eh ben, j'ai appris que si alors je vais le dire en anglais parce qu'en fait j'ai un peu de mal à le traduire. If I ever go looking for my heart desire again, I won't look any further than my own backyard. Because if it isn't there, I've never really lost it to begin with. Moi, je comprends ça comme si je suis malheureuse, c'est que j'ai pas assez bien regardé chez moi, puisque dans mon propre arrière-cour, hein, c'est-à-dire chez moi en fait, en moi, en somme, il y a de quoi être heureuse. Un peu comme si finalement, si je suis malheureuse, bah en fait non, t'es pas malheureuse. Enfin, c'est juste hyper bizarre, je trouve. Pas possible. Tu te penses malheureuse? Regarde mieux. En fait, tu n'es pas malheureuse. C'est une morale un peu angoissante, je trouve, au final. Parce que c'est même pas genre regarde tout ce que tu as tout pour être heureuse. C'est même pas de cet endroit-là. C'est genre non, tu n'es pas malheureuse. Je vois, c'est bizarre. Et ça a perturbé des générations de gens, hein. Et notamment, donc, celui dont l'interprétation est assez célèbre, c'est l'écrivain Salman Rushdie, donc célèbre écrivain britannique, notamment auteur des versets sataniques. Il a expliqué, lui, que le Magicien d'Oz a été une très grande influence sur lui, et c'est ça qui lui a inspiré sa première histoire qu'il a écrite quand il avait 10 ans. Et donc, il a écrit un essai très intéressant, très développé sur le Magicien d'Oz. Pour lui, Le Magicien d'Oz, c'est un film qui parle de l'inadéquation des adultes. Je cite, un film qui montre que la faiblesse des adultes force les enfants à prendre en main leur propre destin, et donc, ironiquement, à grandir. Le voyage du Kansas à Oz est un rite de passage d'un monde où l'oncle et la tante de Dorothy ne peuvent pas l'aider à sauver son chien de Miss Gulch, à un monde où les gens font sa taille, et où on ne la traite pas comme une enfant, mais comme une héroïne. Et en fait, elle gagne ce statut d'héroïne, par accident certes, mais à la fin de l'aventure, elle a grandi, et elle mérite le pouvoir que lui sont donnés par les fameux, on n'a pas encore parlé, des fameux chaussons rouges de Dorothy. Et du coup, selon Rushdie, le fait qu'elle a grandi à la fin, ça va être une explication beaucoup plus logique pour la fin du film, c'est-à-dire le retour de Dorothy au Kansas, que l'explication un peu alambiquée de Glinda. En fait, Dorothy porte ses chaussures rouges depuis le début du film, et à la fin du film, Glinda lui dit il suffit de taper 3 fois ses talons en disant « There's no place like home » et tu peux rentrer chez toi. Et en fait, elle avait les chaussons depuis le début. Et en gros, Glinda dit, pour justifier le fait qu'elle lui a pas dit avant, elle dit « Si je te l'avais dit dès le début que les chaussures pouvaient te ramener chez toi, tu ne m'aurais pas cru. » J'ai jamais trouvé cette foi crédible. Parce que, genre, Dorothy, elle débarque dans un monde inconnu avec des petits bonhommes, des fées, mais par contre, l'idée que des chaussures puissent la ramener chez elle, c'était trop, quoi. Non, mais je pense que c'est de l'ordre de la pédagogie active. Tu sais ce qu'on appelle la pédagogie active, donc le fait que l'élève doit trouver par lui-même plutôt qu'on lui explique. Et donc, pour revenir à Salman Rushdie, il trouve un peu, comme nous deux, que en fait, il ne croit pas à ce fameux « There's no place like home ». Il trouve que ça ne cadre pas avec l'histoire. Il dit que quand il était petit, il ne comprenait pas pourquoi Dorothy voulait tellement entrer chez elle, alors que chez elle, en gros, c'est ennuyeux, et en plus, c'est effrayant, parce qu'il y a la fameuse voisine qui fait peur. Et donc, la description que fait Rushdie de la morale finale est assez marrante. Il dit « On est donc censé comprendre que tout ce que Dorothy a appris, c'est qu'elle n'avait pas à faire ce voyage à Oz. Doit-on croire qu'elle accepte les limites de sa vie, et que tout ce qu'elle n'a pas, donc tout ce qu'elle cherchait dans Over the Rainbow, n'est pas une perte ?» Pour lui, cet éloge du foyer, en fait, c'est presque un mensonge qui va à l'encontre de ce que dit vraiment le film, qui pour lui est au contraire une histoire d'exil, de recherche d'un monde meilleur, donc ce fameux Oz de l'autre côté
de l'arc-en-ciel. Pour lui, voilà, le film est un hymne à l'ailleurs, et Judy, dans Over the Rainbow, incarne le rêve humain du départ. Enfin, dernière chose que dit Rushdie, il met en avant le fait que Le Magicien d'Oz est une histoire de femmes. Il dit notamment « Le pouvoir des hommes est illusoire, le pouvoir des femmes est réel ». En effet, on a 2 sorcières puissantes face à un homme, le magicien, qui n'a en réalité aucun pouvoir. Et autre figure masculine, les 3 compagnons qui, selon lui, ne peuvent pas être définis vraiment comme des leading men. Et par ailleurs, il compare Glinda et la sorcière, et il dit que il a toujours préféré la sorcière, en fait, et notamment en comparant les attitudes de ces 2 femmes envers les autres femmes. Puisqu'on a Glinda qui va quand même dénigrer les femmes laides, avec la fameuse phrase « Only bad witches are ugly ». Seules les méchantes sorcières sont laides. Cette bitch, Glinda. Mais oui. Et à l'inverse, la sorcière verte, bon, elle est méchante, mais bon, on peut la comprendre. Elle souffre de la mort de sa sœur et c'est bien compréhensible. Et enfin, dernier aspect que je voulais noter, c'est un peu dans les évidences, mais on va dire dans les leçons qui sont présentées par le film, c'est qu'en réalité, évidemment, les 3 compagnons, l'épouvantail qui cherche un cerveau, l'homme en fer blanc qui cherche un cœur et le lion qui cherche du courage, en fait, ils possèdent déjà ce qu'ils cherchent. L'épouvantail a beau ne pas avoir de cerveau, il est plutôt malin. Le Tin Man est très gentil. Et le lion, c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas vraiment de moment de courage particulier puisque le film préfère faire de sa lâcheté un ressort comique, en fait. Il y a plusieurs moments où il essaie de fuir lorsqu'ils sont à Emerald City. Mais bon, on est censé comprendre que quand même, il a fait preuve de courage. Et du coup, lorsque le magicien leur fait des cadeaux à la fin, il ne leur donne pas littéralement ce qu'ils cherchent. De toute façon, il peut pas parce qu'il a aucun pouvoir. Il leur donne plutôt un symbole. Donc, il donne un diplôme à l'épouvantail, une médaille pour le lion, et un cœur horloge chelou au bout d'une chaîne. J'ai jamais trop compris ce que c'était, ce truc super moche, là, l'accessoiriste du film, bon. Pour l'homme en fer blanc, c'est une leçon plutôt mignonne, et ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Dorothy, elle avait depuis le début son moyen de rentrer chez elle, en fait. Passons maintenant à un gros morceau, ce sont les lectures gays et queer du Magicien d'Oz. Oui, parce que comme de nombreux classiques de la comédie musicale hollywoodienne, Le Magicien d'Oz a fait l'objet d'interprétations gays et queer. On peut commencer d'ailleurs par citer l'expression Friend of Dorothy en jargon homosexuel, enfin surtout on va dire des années 70. Ça désignait un homme gay, donc ça c'était lié à l'affection des hommes gays pour Judy Garland. On peut parler aussi du personnage du lion, en fait, donc ce fameux lion qui manque de courage. Il est assez clairement codé comme efféminé. Bon, il a ses petites bouclettes dans sa fourrure, hein, notamment après son passage chez le coiffeur de Emerald City. Il se qualifie lui-même de CC, il a un nœud dans les cheveux. Tout ça, ça peut être considéré comme soit la reconduction d'un stéréotype négatif désignant les hommes efféminés et souvent, entre guillemets, soupçonnés d'être homosexuels, ou ça peut aussi vu être, à l'inverse, comme la représentation d'une masculinité. Si elle est dominée, elle a néanmoins le mérite de pouvoir exister. C'est notamment ce dont parle David Reid dans un article qui s'appelle What Was, Lost Object, Repeat Wings and the CC Warrior. Et dans cet article, il explique que le personnage du lion était un personnage qui le mettait mal à l'aise lorsqu'il était petit, en tant que jeune homosexuel. C'est d'ailleurs la même chose qu'exprimera Alexander Doty, dont je vais parler tout à l'heure. Et les deux s'interrogent en fait sur les effets psychologiques de cette représentation sur un enfant regardant le film, notamment dans le cadre des fameuses rediffusions télévisuelles annuelles qui feront la célébrité du Magicien d'Oz. Les petits garçons sont plutôt encouragés à s'identifier avec l'épouvantail, hein, le héros jugé comme masculin et hétérosexuel, plutôt qu'avec le lion, lui codé comme féminin. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le lion était le moins attachant et le moins marquant des 3 amis. Je saurais pas totalement identifier pourquoi, mais bon, ça a sans doute à voir, en effet, avec ce que tu dis, avec le fait qu'il est un peu dévalorisé, ridiculisé, contrairement aux 2 autres qui ont un côté noble. Ceci dit, Salman Rushdie, lui, il dit qu'il trouve Bert Lahr très émouvant, et que c'est le meilleur acteur de tous, avec Judy Garland, évidemment. Je trouvais ça intéressant parce que c'est assez peu répandu comme avis. Les enfants préfèrent généralement les 2 autres, et notamment l'épouvantail. D'ailleurs, Dorothy elle-même, à la fin, elle dit à l'épouvantail que c'est lui qui va le plus le manquer à chaque fois. Je trouve ça trop méchant pour les 2 autres.
Mais il me semble en fait que c'est parce qu'à un moment du scénario, il y avait un projet de romance entre les deux, ou Oui, en tout cas entre l'équivalent de l'épouvantail au Kansas oui, et Dorothy. Donc en fait, c'est une espèce de, on va dire, de reste de cette sous-intrigue qui a été éliminée. mm, Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le Scarecrow, c'est lui qui est codé comme hétérosexuel. c'est vrai. Alors, je voulais aussi parler en fait d'un article que j'aime beaucoup, une lecture particulièrement stimulante, un article intitulé My Beautiful Wickedness, un article d'Alexander Doty qui est publié dans un recueil qui s'appelle Fleming Classics. Donc en fait, la thèse d'Alexander Doty, c'est que la séance au Pays d'Oz, elle peut être lue comme un fantasme lesbien de la part de Dorothy, qu'il décrit comme une adolescente, je cite, on the road to dykedom. Ce qui est intéressant dans la lecture de Doty, c'est qu'il insiste sur le fait que ces lectures queer, elles n'ont pas vocation à tordre ou à relire le texte, mais simplement pour lui, c'est la lecture la plus évidente. Et si elle n'est pas dominante, c'est tout simplement à cause de l'hétéronormativité. Le premier argument qui va pour lui dans ce sens, c'est qu'on n'a aucune trace de romance hétérosexuelle dans ce film. Oz est totalement dépourvu du héros traditionnel masculin. Hein. Les deux modèles de pouvoir pour Dorothy sont Glinda et la méchante sorcière, tandis que le pouvoir masculin, le pouvoir du magicien, est illusoire. Hein. C'est exactement ce que disait Rushdie à Mm. l'instant. Le centre pouvoir du film, c'est bien ce triangle entre Dorothy, Glinda et Tante M et Miss Gulch et la Wicked Witch, hein, si on prend à chaque fois le pendant Kansas et Oz. Et là encore, hein, si on se réfère au développement du film, ce triangle est vraiment devenu dominant au fil des moutures du scénario, puisque toutes les traces de romance hétérosexuelle, notamment de les intrigues secondaires, ont progressivement été éliminées. Comme l'a dit Anna, beaucoup ont interprété cette absence de pouvoir masculin comme une mise en valeur du pouvoir des femmes. Hein, c'est bien la thèse de Salman Rushdie. Et Doty va plus loin en disant que s'il n'y a pas de romance hétérosexuelle, est-ce que, plus que simplement la glorification du pouvoir des femmes, on ne pourrait pas voir ce film comme une façon pour Dorothy de remettre en cause son hétérosexualité obligatoire? Et en fait, à partir de ce postulat, Doty montre qu'une lecture queer est tout à fait valide pour le magicien d'Oz. Ainsi, pour lui, Miss Gulch et la méchante sorcière de l'Ouest seraient l'incarnation de la lesbienne dite butch, donc masculine, une figure féminine visiblement hors norme, donc déjà par l'aspect physique, hein, on l'a dit, la sorcière est tout à fait monstrueuse. Et Miss Gulch, elle aussi, va détonner hein, dans le paysage du Kansas, notamment par ses vêtements tout à fait stricts et aussi sa démarche, hein, notamment sur son vélo, sur lequel elle pédale au rythme de cette musique aussi stridente que reconnaissable, hein, le Mm. fameux talin, 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 la musique mécanique en fait qui rajoute à cette étrangeté, à l'étrangeté de cette femme. Donc hors norme par le physique, mais aussi par le statut marital. Hein, les deux sont inscrites hors de toute hétérosexualité, hein, puisque donc Miss Gulch, c'est le stéréotype de la vieille fille. La méchante sorcière, elle vit seule et isolée. Donc tout ça, en fait, ça inscrit le personnage de la sorcière dans une longue tradition, en fait, qui assimile la figure de la lesbienne à celle de la sorcellerie. Glinda, elle aussi, c'est une sorcière, mais pour Doty, elle va être vue comme une sorcière, donc aussi une lesbienne, qui va incarner l'autre facette du lesbianisme, une lesbienne qui peut passer pour une femme Mm. hétérosexuelle. Puisqu'à la différence de la Wicked Witch, Glinda, elle maîtrise les codes de la féminité traditionnelle. Elle a les cheveux longs, elle est très bienveillante et douce, toute de rose vêtue, elle arrive même dans une bulle, enfin, on va dire, c'est le top de la féminité. D'ailleurs, au point que Dorothy ne reconnaît même pas Glinda comme sorcière au début. Elle lui dit I've never heard of beautiful witches before. Et on a même les Munchkins qui rigolent de cette méprise. Et Glinda qui assène son fameux
Only bad witches are ugly. Donc en fait, voilà, ça explique bien l'idée que pour Dorothy, la seule image culturellement disponible du lesbianisme, c'est celle de la lesbienne visible, c'est-à-dire la butch. Et le film lui-même, hein, donc Le rêve de Dorothy, va sembler reconduire ce stéréotype en diabolisant la Wicked Witch avec son rire diabolique, son maquillage, etc. Tandis qu'il va humaniser Glinda, qui se caractérise notamment par sa capacité à sortir de cet archétype de la sorcière. Bon, Doty, et ça je trouve ça très intéressant, il souligne que c'est pas aussi clair que ça, puisque le personnage de Glinda est quand même assez outré, assez irritant par certains aspects, et au point qu'il en est presque camp, tellement cette féminité est exagérée, tandis que, et là c'est la même chose précisément hein, que soulignait Rushdie, hein, la sorcière, c'est un personnage finalement qui a davantage d'épaisseur, hein, c'est le seul qui va montrer un sentiment humain, notamment face au meurtre de sa sœur. Et ça me fait penser en fait à Wicked, qui a tiré ces deux aspects-là, c'est-à-dire qui a tiré le côté outré, un peu irritant de Glinda, même si elle est très attachante, et qui a tiré évidemment le côté épaisseur, humanité de la sorcière verte, qui lui a même donné un nom. Voilà, on parlera pas trop de Wicked dans cet épisode, mais bon, il faut pas oublier que c'est quand même aussi une des grandes, on va dire, interprétations du Magicien d'Oz par une autre œuvre en fait. Et que Wicked lui-même a fait l'objet d'un certain nombre d'interprétations. Tout à fait. On en parlera le moment voulu, mais d'interprétations féminines, puisque là, pareil, on a un duo, là, pour le coup, de femmes au pouvoir. Ouais. Mais bon, ne nous écartons pas sur Wicked, parce qu'autrement, on va pas en finir, même si on sait qu'à l'autre bout de ces écouteurs, il y a des auditeurs, auditrices qui disent « Mais si, écartez-vous sur Wicked, plutôt que de couper les cheveux en quatre sur le Magicien d'Oz !» Mais on vous fera plaisir plus tard, chers auditeurs, auditrices. Quand le film sortira. Ah oh là là, oh bah vous n'êtes pas sortis de l'auberge. C'est ça. Donc, Doty montre que le film, en fait, ça va être une façon pour Dorothy de processer son fantasme et d'opérer ce choix, en fait, entre les deux modèles d'identification qu'on lui propose, puisque la lesbienne visible est, dans la culture de Dorothy, un repoussoir, et pourtant, c'est un fantasme qui la rend puissante, en même temps que dangereuse. Donc, c'est un modèle un peu ambigu auquel elle essaye de se distancier, au moins en public, hein, puisque ça aussi, je trouve ça très, très fameux comme analyse, hein, lorsque Glinda lui dit Are you a good witch or a bad witch? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt femme ou plutôt butch? Bah, Dorothy nie alors en bloc, oh là là, I'm no witch at all. Enfin, et les contacts de manière générale entre Dorothy et la Wicked Witch sont révélateurs en fait de la force de la répression, puisqu'ils sont toujours marqués par cette violence mutuelle. On a deux sorcières qui vont être tuées au cours de ce film. La Wicked Witch va être électrocutée à chaque fois qu'elle essaye de s'emparer des Ruby Slippers. Donc on a vraiment cette force de l'attraction et aussi de la répulsion entre ces deux femmes. Et donc le rêve de Dorothy va aussi lui présenter Glinda comme une possibilité dont elle n'avait pas conscience, c'est-à-dire une sorcière, une lesbienne, sans les attributs conventionnels de la sorcière. En fait, dans son ensemble, le rêve va révéler l'ambivalence de la relation de Dorothy au lesbianisme, symbolisée par la question du pouvoir des Ruby Slippers. On reste marqué par cette morale affichée du film, hein, le fameux There's no place like home. Mais finalement, si les Ruby Slippers s'avèrent le seul moyen de rentrer chez elle, Glinda ne lui révèle ça qu'après l'échec du magicien. Et ce qu'observe Doty, c'est que Glinda, comme Oz, sont le produit du fantasme de Dorothy. Donc finalement, c'est un fantasme qui va être révélateur de ses désirs. Si la solution pour quitter Oz ne survient pas plus tôt dans le film, c'est bien parce qu'elle voulait découvrir la Wicked Witch et donc faire ce cheminement sur ce qu'il appelle la route du lesbianisme, plutôt que de rentrer directement à la maison. Le film Le Magicien d'Oz, on a donc pu à le comprendre comme une quête conservatrice de sagesse et d'indépendance, mais plutôt comme l'exploration de sa propre sexualité et de ses relations aux autres femmes. C'est marrant parce qu'on en revient toujours à la gêne qu'on ressent tous et toutes vis-à-vis de cette fameuse morale du There's no place like home, où en fait c'est pas du tout logique qu'elle veuille rentrer à la maison
Et alors, je me permets juste un point sur cette analyse que j'avais déjà évoquée lorsque j'avais Oui. parlé de La Reine des Neiges. Hein. Mais ce qui me semble très très fort en fait dans ce type d'analyse, et bon, je me permets d'appuyer parce que c'est vraiment ce type d'analyse. Quand j'ai lu cet article, je me suis dit bon sang, mais bien sûr, c'est ce que je veux faire dans ma thèse. Bon, moi, je ne parle pas spécialement de ça dans la thèse, mais parce que je trouve très bien, c'est que ça montre qu'une lecture queer, c'est possible sans détourner le texte. Oui. C'est qu'on peut simplement regarder les choses autrement sans chercher à faire dire des trucs au film. Et évidemment que c'était sans doute pas, on va dire, l'idée qu'avaient les personnes qui ont réalisé Le Magicien d'Oz. C'était sans doute pas dans l'idée des scénaristes du Magicien d'Oz que d'écrire ça comme un fantasme lesbien, parce que je pense pas qu'il y ait des lesbiennes qui aient participé à l'écriture du Magicien d'Oz, mais on peut le lire comme ça fonctionne. Et vraiment, moi, c'est quelque chose, comme démarche qui me paraît très fort et très intelligent, et voilà, et j'adore Alexander Doty. Bref, mais j'insiste sur ce point, voilà, si jamais il y avait forcément peut-être des personnes qui vont se dire « Ah, mais c'est quand même hyper tiré par les cheveux, c'est pas de ça du tout dont parle le film. » Non, évidemment pas. Mais pour certains lecteurs, certaines lectrices, ça peut être lu comme ça. Voilà, pardon, je m'arrête ici, mais c'était un point que j'avais envie de faire. Merci Fanny. Alors, sortons des interprétations et continuons un peu l'historique du film et parlons de sa postérité. Oui, simplement, on peut signaler que c'est un film qui est assez facile d'aller voir en salle aujourd'hui, en tout cas en France. Hein. C'est un film qui est assez souvent programmé. Moi-même, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 ans, lorsque je travaillais encore au CNC dans le cadre d'une surveillance. J'ai été le voir en salle. Il joue souvent au cinéma puisque il fait partie en fait du dispositif école et cinéma, donc du dispositif d'éducation à l'image. Donc il est souvent, enfin des copies en fait existent et circulent. Et comme c'est un grand classique, il est souvent programmé. Mais ce que je voulais signaler, c'est qu'aux États-Unis, et ça je le savais pas en fait il y a quelques années, il était ressorti assez tôt en fait. Donc il est sorti pour la première fois en 39, mais il a connu aussi une ressortie assez massive en 49 et en 55. La MGM à chaque fois a essayé de capitaliser sur la notoriété de Judy Garland. À la fin des années 40, elle était au top évidemment de sa notoriété avant que le studio ne la vire comme une malpropre. Et ils l'ont aussi reprogrammée, donc ressortie en 55 parce qu'elle avait été nommée aux Oscars pour sa performance dans A Star is Born. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'occasion à chaque fois de ces ressorties, les posters du Magicien d'Oz ont été modifiés. Et on avait en fait remplacé le portrait de Judy Garland de l'époque par des portraits où elle était un peu plus âgée. En fait, oui. c'est des visuels qui sont issus des Harvey Girls ou du Chant du Missouri. Donc c'est hyper bizarre à voir pour ceux qui connaissent bien la carrière de Judy Garland, parce que tu as un conflit entre 2 époques de la carrière de Judy Garland sur une même affiche. Ce que je voulais aussi rapidement évoquer, c'est les diffusions télévisées, puisque c'est un film qui va faire date dans l'histoire du cinéma à la télévision aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est le premier film que la MGM a vendu à une chaîne de télévision à la fin des années 50. En fait, elle a vendu à CBS au prix premium de 225 000 $ pour 2 diffusions. Pour la petite anecdote, CBS voulait Autant n'emporte le vent, mais la MGM n'a pas voulu, a donné Magicien d'Oz à la place. La première diffusion a eu lieu le 3 novembre 56 et a été un colossal succès avec 45 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 53%, et ce, alors même que le film avait été diffusé à une heure assez tardive. Ça veut dire qu'on n'avait même pas la population des enfants dans ces téléspectateurs. C'est con. Bah ouais. Et après, ils n'ont pas fait ça. Après, ils ont bien calé sur une diffusion où les enfants pouvaient assister, parce que c'était un petit peu dommage, quoi. Et en fait, après, entre 59 et 91, c'est un film qui a été diffusé tous les ans à la télé américaine, sur CBS puis sur NBC, et ça en a fait en fait le film le plus fréquemment retransmis à la télévision. Et c'est vraiment ce qui lui a donné son statut de classique pour les Américains, un film qui est vraiment associé au fait de le revoir en famille, de le revoir pendant les fêtes. Il y a cette idée de transmission d'un classique de génération en génération. J'avais notamment vu dans le magazine professionnel Variety une publicité à l'occasion d'une des rediffusions dans les années 70 où on promettait, je cite, « Les parents de tout le pays verront le film diffuser sa magie sur leurs propres enfants de la même façon qu'il l'a fait sur eux quand ils étaient petits ».
Mmh. Donc on a vraiment cette idée de la télévision qui va servir de médium relais pour la transmission d'un souvenir cinématographique. Et c'est assez rigolo aussi de penser que c'est un film, qui est vraiment fait pour le grand écran par son côté spectaculaire, big budget et cetera, mais dont la majorité des spectateurs, l'ont découvert, à la télévision. Et aussi, du coup, ils ont dû le voir en noir et blanc. Mmh. Parce que la télévision couleur, c'est arrivé plus tard que ça. Donc, il y a une perte de la magie du Technicolor et notamment du choc de cette fameuse scène dont on parlait, de l'arrivée à Oz. Et pourtant, ça marche même sans ça, apparemment. Ouais, et j'étais assez étonnée parce que je voyais tout à l'heure des pubs justement pour la première Dish TV où ils disaient genre spectaculaire en couleur. Mais effectivement, à la fin des années 50, j'ai pas l'impression Bah, qu'il c'était y ait pas répandu autant en tout cas. de. Il y avait peut-être des gens qui avaient des télécouleurs, mais c'était pas fréquent, hein. Bah ouais, c'est ça. À moins qu'aux États-Unis, ils aient été équipés beaucoup plus vite qu'en France, mais ça me semble très tôt. Enfin bref. Je crois pas à ce point-là, ouais. Bon, à vérifier. Parlons maintenant des fans du Magicien d'Oz, puisque Fanny, tu as travaillé sur ce sujet. Oui, en fait, j'ai travaillé sur le courrier de fans reçu par Ray Bolger dans un article dont on vous mettra la référence, hein, que j'ai intitulé I Love You Scarecrow, mémoire et usage du magicien d'Oz à travers les lettres de fans écrits à Ray Bolger dans les années 70. Un article qui vient d'être publié dans la revue Théorème. En fait, dans cet article, j'ai étudié comment le film était mobilisé par les jeunes spectateurs, enfin jeunes dans les années 70, hein, quand ils écrivent à Ray Bolger. Ce qui est ressorti, donc rapidement, à mes quelques conclusions de ces courriers, c'était que c'était un film extrêmement marquant de leur enfance, un film qui était cité par ces spectateurs comme fondateur de leur histoire personnelle et qu'ils revoyaient toujours avec la même émotion lors de ces fameuses diffusions télévisuelles. Et on voyait aussi diverses pratiques des fans pour entretenir la mémoire du film. Certains fans deviennent presque collectionneurs, voire restaurateurs de films. Beaucoup se déguisent, font des dessins. Enfin, on a toute une émergence en fait de ce qu'on appelle le fan art, hein, autour du film. Et c'est marrant, c'est que ça coïncide vraiment à l'époque où la culture muséale autour des films de l'âge d'or se développe. Hein. On commence à se dire que c'est une époque qui va être révolue et dont il est important d'entretenir la mémoire. Et on a vraiment des fans presque chercheurs, hein, qui vont demander à Ray Bolger en personne si telle anecdote est vraie, qui font aussi d'ailleurs souvent la tournée un peu des acteurs survivants du Magicien d'Oz pour collectionner, pour avoir leur autographe du Tin Man, de l'épouvantail et de la sorcière, hein, puisque c'est les trois qui étaient encore survivants à l'époque. Et je pense notamment à cette fan absolument folle qui a apparemment appelé Margaret Hamilton au téléphone et l'a insultée quand celle-ci lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui envoyer un autographe en la traitant de Wicked Old Witch. J'ai trouvé ça tellement honteux. Eh ben dis donc. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Ray Bolger, par contre, lui, il paraissait pas mal à fond parce que j'ai pas vu des courriers qu'il avait renvoyés à des fans, mais en fait, on voit que avec certains, il a l'air d'entretenir une correspondance au moins soutenue, hein, au moins D'accord. plusieurs courriers. Et ça, c'est assez symptomatique apparemment de sa position à lui par rapport au film. Aljane Ahmed, que j'ai cité tout à l'heure, qui a écrit ce gros livre sur le magicien d'Oz, elle raconte que les différents acteurs qui ont joué dans le film ont des relations très très différentes à leur rôle. Et Bolger, lui, il a vraiment toujours été à fond, hein. Je disais tout à l'heure qu'il s'est battu pour avoir le rôle de l'épouvantail, mais c'est un rôle qu'il a chéri tout au long de sa vie, hein, jusqu'au dernier instant. Apparemment, il faisait encore sa danse de l'épouvantail, qu'il voulait bien le voir dans son salon. Enfin, c'est quelque chose qui l'a accompagné toujours. Et apparemment, une clause aurait été rajoutée dans son contrat à la fin des années 40 pour noter à toute figurine qui représentait l'épouvantail, faire noter en dessous, dans le film Le Magicien d'Oz, l'épouvantail a été joué par Ray Bolger. Pas C'est mal. un truc quasiment maladif, quoi. C'est drôle. Et à côté de ça, Margaret Hamilton et Jack Haley, ils étaient plutôt en mode, bon voilà, c'était mon job, j'ai fait ça, c'était un rôle comme un autre. Donc ils ont vraiment pas tous eu le même rapport à ce rôle qui pourtant est pour chacun le rôle marquant de leur carrière. Mm. Pour finir sur les anecdotes sur la postérité du film, ça se voit aussi à la réaction des acteurs lorsque les artefacts du Magicien d'Oz ont été vendus
Donc à la fin des années 70, on a eu ces différentes ventes aux enchères en fait de la MGM, où les collections de la MGM ont été dispersées et vendues aux enchères à des collectionneurs. La fameuse personne qui a écrit ce livre sur le magicien d'Oz, elle a demandé aux différents acteurs, mais vous, à l'époque, ça vous intéressait pas de récupérer vos costumes? Alors, le seul qui aurait pu être intéressé par le costume de l'épouvantail, c'était donc Ray Bolger, mais en fait, il l'avait déjà. Donc, c'était le seul qui aurait pu être intéressé par ces enchères. Mais Margaret Hamilton, elle disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un chapeau de sorcière? La plupart d'entre eux disaient, les costumes, ils étaient tellement inconfortables, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas du tout envie de les posséder, en fait. Donc voilà, et pourtant, les artefacts du magicien d'Oz, c'est quelque chose qui se revend encore très très chèrement sur le marché des collectionneurs. Sur Facebook, je suis un peu un groupe de collectionneurs de grandes robes, etc., de l'époque de l'âge d'or. Et j'ai vu qu'il y a quelques semaines encore, le chapeau de Margaret Hamilton s'est revendu à plus de 200 000 $. Et bien sûr, le plus célèbre des artefacts du magicien d'Oz, c'est les fameux Ruby Slippers, dont il existe 3 paires. Une qui est au musée Smithsonian à Washington, une qui est je ne sais pas chez qui en ce moment, mais qui avait été possédée par Debbie Reynolds un jour, et une qui est célèbrement volée, donc une dont on ignore encore où elle est, quoi. Incroyable. Et alors, il paraît, et ça, je trouve ça complètement fou, mais alors je ne sais pas si c'est encore dans les légendes et tout ça, qu'au moment où ils ont commencé donc à disperser les collections d'accessoires du magicien d'Oz, les souliers, on les aurait trouvés sur une poubelle dans une serviette à la MGM. Eh ben, dis donc. Je trouve ça totalement fou. Je sais pas, à vérifier. Eh ben, la MGM, jusqu'au bout, ils prennent pas soin de... Alors, continuons sur, on va dire, l'impact culturel du magicien d'Oz. Commencer par la postérité des chansons. Donc, évidemment, on pense tout de suite à Over the Rainbow, célébrissime chanson. Des reprises innombrables existent. Il y a notamment une célèbre reprise qui était un medley avec la chanson What a Wonderful World au ukulélé par le chanteur hawaïen Israel Kamakawiwo'ole en 93. C'est sans doute une version que vous connaissez. Over the Rainbow, on le signale, est première au classement de l'American Film Institute des 100 plus grandes chansons de films du cinéma américain. Et c'est totalement mérité. C'est pas rien. La chanson Ding Dong, The Witch is Dead est également assez populaire. Il y a aussi pas mal de reprises, je crois, par des chanteurs, genre des crooners, etc. C'est un peu improbable. Et dans Glee, il y a aussi une reprise très improbable, bien que sympathique, par Rachel et Kurt dans l'épisode 1 de la saison 3. Où ils sont avec des chapeaux de sorcières sur la scène de l'auditorium, c'est très mignon. Petite anecdote, la chanson donc Ding Dong, The Witch is Dead, s'est hissée en haut des charts en Grande-Bretagne en 2013 après l'annonce de la mort de Margaret Thatcher, à la suite d'une campagne sur les réseaux sociaux, donc les gens qui détestaient Margaret Thatcher pour sa politique, on va dire, conservatrice et violente, voilà. On fait en sorte que cette chanson devienne numéro 1 des charts en Grande-Bretagne. Je trouve ça à la fois un peu bizarre, mais quand même assez marrant. Alors, j'ai repéré quelques allusions, quelques références au magicien d'Oz, on va dire, dans la pop culture. Donc, pour rester dans la comédie musicale, il y a une allusion dans Rent, dans la chanson La vie bohème, dans laquelle les personnages chantent « Dorothy and Toto went over the rainbow to blow up NTM ». Donc là, il y a un truc où vraiment ils renversent complètement le sens du film, puisque ils vont s'opposer, alors que NTM n'est que gentillesse et amour dans le film. Là, ils présentent l'idée que on va s'opposer à cette figure parentale, cette figure d'autorité, et qu'on va renverser l'ordre établi en changeant en fait l'histoire du film. Autre assez célèbre référence, c'est l'album Goodbye Yellow Brick Road de Elton John de 1973, qui donc a une chanson du même nom, qui a des allusions, c'est assez fin, mais voilà, il y en a, au magicien d'Oz dans les paroles, notamment I should have stayed on the farm, puisque dans cette chanson, la Yellow Brick Road va représenter quelque chose d'assez négatif, puisque c'est le luxe, la gloire, l'argent que le protagoniste de la chanson voudrait fuir. Et enfin, je voulais mentionner, pour rester dans la pop music, une légende assez tenace autour de l'idée que le groupe Pink Floyd aurait écrit leur célèbre album Dark Side of the Moon pour être synchronisé avec le film Le Magicien d'Oz. Alors, les gens de Pink Floyd ont toujours dit que c'était pas le cas,
Et d'ailleurs, on voit mal comment ils auraient fait, vu que je ne pense pas qu'ils avaient accès à une copie du film pour pouvoir enregistrer l'album par-dessus au début des années 70. Mais c'est resté. Beaucoup de gens y croient, ou alors aiment tout simplement regarder justement le film avec l'album de Pink Floyd dessus. Donc c'est quelque chose qu'on appelle Dark Side of the Rainbow. Vous pouvez trouver plein de versions sur YouTube. Je pense que la popularité de cette légende tient au caractère en fait très onirique du Magicien d'Oz, qui va plutôt bien convenir à ce genre, fameux genre du rock psychédélique, qui appelle toute une imagerie autour des hallucinations liées à la drogue, etc. Alors Fanny, fais-nous une petite, comme d'habitude, un petit récapitulatif sur toutes les allusions au Magicien d'Oz dans Les Simpsons. Ah oui, alors le point Simpson. Bon, alors dans Les Simpsons, on a évidemment plein de références au Magicien d'Oz, puisque c'est un film culte de la culture populaire américaine. Le wiki consacré aux Simpsons en compte une dizaine. Je vais pas toutes les énumérer, mais on peut citer, par exemple, dans l'épisode Trials of Horror number 2, on a Monsieur Burns qui fredonne la chanson If I Only Had a Brain en enlevant le cerveau de Homer. Dans l'épisode Selma's Choice, on a Homer et Bart qui chantent une partie de la chanson Ding Dong the Witch is Dead. Justement, on retrouve le même usage de cette chanson. Ou encore dans les épisodes Rosebud et The Last Temptation of Homer, on a encore Mr. Burns qui a ses propres Flying Monkeys. Donc là encore une analogie entre Mr. Burns et la sorcière. Mais les références sont vraiment très très nombreuses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des singes volants, ça fait partie des trucs très bizarres du Magicien d'Oz. Oui, d'ailleurs l'un d'entre eux est incarné par une personne de petite taille, celui qui est vraiment toujours à côté de la sorcière. J'avais jamais percuté en fait qu'il y avait un acteur dans ce monkey. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'adaptation scénique du film. Alors, il y avait eu déjà quelques versions scéniques du film, mais on va dire que c'est la première grosse production, et elle est relativement récente, puisqu'elle a été créée à Londres en 2011. Elle n'a jamais été jouée à Broadway, par contre. Alors, c'est une production de Andrew Lloyd Webber, le célèbre compositeur et producteur de comédie musicale. Dans cette production, on a bien évidemment les chansons du film, mais aussi 5 autres chansons écrites par donc Andrew Lloyd Webber avec son parolier Tim Rice. On a notamment l'ajout d'une chanson pour la sorcière et de 2 chansons pour le magicien, ce qui semble une assez bonne idée. Effectivement, il n'y a pas énormément de chansons dans le film, et pour développer un peu les personnages secondaires, ça semble pas mal. Et par contre, il y a suppression de If I Were King of the Forest, la chanson du lion, et voilà, ça confirme un peu ce qu'on disait plus haut sur l'inutilité de ce morceau. Moi, c'est une comédie musicale que j'ai vue à Londres en 2011, justement. Alors, j'avais évidemment une grosse attente vis-à-vis de cette comédie musicale. En plus, c'était au Palladium, donc théâtre dans lequel Judy Garland a fait un concert remarquable. Et finalement, j'avais été remarquablement déçue par cette expérience. Pour être totalement honnête, j'en ai pas un très grand souvenir. Mais je me rappelle pourtant très distinctement que j'avais trouvé ça très cheap. Et en particulier, l'arrivée dans le monde d'Oz, parce que dans le film, c'est évidemment là, une des séquences les plus marquantes et spectaculaires. Là, j'avais le souvenir d'avoir vu 3 Munchkins qui se battaient en duel, enfin un truc tout petit sur une scène immense. Vraiment, j'ai été très 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 déçue. Et puis les chansons qui avaient été rajoutées, pour le coup, je m'en souviens pas du tout. Je trouvais que ça s'y prêtait extrêmement mal, en fait, à l'adaptation scénique, ou en tout cas que cette adaptation ne m'avait absolument pas convaincue. Alors moi aussi je l'ai vu, figure-toi, même si j'en ai comme toi assez peu de souvenirs. Je l'ai vu en France, à Paris, au Palais des Congrès, à Noël 2014, puisque la pièce s'était jouée sur une petite période à ce moment-là, pendant les fêtes. J'ai comme toi très peu de souvenirs, à part que je devais être assez loin de la scène, parce que dans ma tête je vois tout en petit. Je me souviens de Candice Paris, qui jouait Dorothy, qui était plutôt pas mal. Et alors, après vérification, apparemment, il y avait Natacha Saint-Pierre dans le rôle de la sorcière, mais j'en ai strictement aucun souvenir, quoi. Et alors, dans le rôle de Glinda, il y avait Sophie Delmas, qui avait joué le rôle de Donna dans Mamma Mia au Mogador. C'est vrai que ça m'est revenu en le lisant, mais franchement, voilà, tout ça est très lointain pour moi. D'après mes recherches, les chansons étaient traduites en français, sauf
évidemment Over the Rainbow, qui est beaucoup trop iconique pour survivre au passage dans une autre langue. Alors, outre cette adaptation scénique et les références du film dans d'autres productions, on a aussi d'autres adaptations du conte Le Magicien d'Oz, des suites, des reboots, on a pas mal de choses. Anna, tu voulais nous en parler? Oui, le film, évidemment, c'est l'adaptation la plus connue, mais en fait, les adaptations sont hyper nombreuses. Dès 1902, on l'a mentionné tout à l'heure, il y avait eu une musical extravaganza à Broadway. Bon, là, évidemment, on va vous parler uniquement des versions musicales, parce que si on parle de toutes les adaptations, on est encore là demain. Alors, on voulait mentionner une suite, qui est un film de 1972, qui s'appelle Journey Back to Oz. C'est une adaptation très libre du deuxième livre de la saga Oz. J'avoue que je connaissais pas du tout. Merci Anna de m'avoir fait découvrir ça. Moi non plus, hein, c'est juste en cherchant. Je connaissais pas l'existence de ce film d'animation, qui pourtant est un film d'animation où Liza Minnelli interprète Dorothy. Donc Liza Minnelli, Rien que ça. voilà, c'est ça, évidemment, fille de Judy Garland. Et où on a également Margaret Hamilton dans le rôle de la tante M, donc changement de rôle pour elle, et Mickey Rooney, donc un des partenaires célèbres de Judy Garland, dans le rôle de l'épouvantail. Et Ethel Merman dans le rôle de la sorcière. C'est vrai, incroyable. C'est un film qui a été réalisé par Al Sutherland, un animateur qui a commencé sa carrière chez Disney, qui a notamment travaillé sur La Belle au bois dormant, La Belle et le clochard, Peter Pan. Et je trouve en fait qu'on reconnaît assez la patte Disney dans le dessin, mais en fait sans les moyens au niveau animation, si on peut dire. Ouais, c'est vrai. Le film est sorti en salle, mais il a eu un succès modéré. Par contre, il a plutôt pas mal marché à la télévision à partir de sa première diffusion sur ABC en 1976. Un peu comme le film original, en fait. Ouais. Je pensais que c'était un film pour la télévision, d'ailleurs, au début. Et non, il est quand même sorti en salle, apparemment. Au niveau de la structure, c'est quasiment identique. Hein. On a donc Dorothy qui arrive à Oz, qui rencontre des personnages. En l'occurrence, elle rencontre un homme à la tête de citrouille et un cheval de manège. Mais elle retrouve aussi ses trois compagnons, dont l'épouvantail qui est devenu roi d'Oz. Bon, c'est plutôt mignon, mais bon, rien de génial. Ouais, les chansons sont pas très marquantes, mais ça m'a fait bien rire qu'on ait exactement le même style de I Want Song Oui. Au début au Kansas, tu sais, genre on fait vraiment un copier-coller d'original. Ouais, complètement. Alors, on voulait aussi parler d'une des autres adaptations, on va dire, marquantes du conte. C'est la pièce et le film musical The Wiz. Tout à fait. Alors, c'est une réécriture du Magicien d'Oz avec des personnages afro-américains dans une ambiance plus contemporaine, avec un style musical entre soul, rhythm and blues, inspiration Motown, etc. C'est le producteur Ken Harper qui a eu cette idée à l'origine. Et il voulait au départ le produire pour la télévision, mais il s'est ensuite tourné vers la scène avec le compositeur Charlie Smalls, dont c'était la seule comédie musicale. Alors ça a été créé à Broadway en 1975, avec notamment André de Shields dans le rôle du magicien, donc The Wiz. André de Shields, on a parlé un peu de lui parce qu'il joue Hermès dans Hadestown. Et on l'a vu aussi dans Ratatouille, The Musical. Donc c'est une adaptation, en fait, autant du film de 39 que du livre d'origine, voire plus du livre d'origine, puisqu'il reprend des éléments qui avaient disparu du film de 39. Notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, la distinction entre la Good Witch of the North et la Good Witch of the South, qui est Glinda, qui, dans le film de 39, sont fondues dans un même personnage. Également, dans The Wiz, la moindre présence de la sorcière correspond plus au livre. Mais il y a quand même des parentés assez fortes avec le film avec Judy Garland. Par exemple, la chanson Ease on Down the Road, qui est une chanson très catchy, qui a la même fonction en fait que We're Off to See the Wizard. C'est-à-dire qu'elle revient à chaque fois que la petite troupe va reprendre la route pour se rendre à Emerald City. Il y a des différences intéressantes. Il y a une chanson de la tante M au début, qui exprime son amour de sa famille et sa tristesse d'avoir une relation distante avec Dorothy. On a une I Want Song de Dorothy dans The Wiz qui est un peu l'inverse de Over the Rainbow, puisqu'elle arrive une fois que Dorothy est à Oz et parle de son désir de rentrer chez elle, qui s'appelle Soon as I Get Home. C'est donc notre amie, la chercheuse Stacy Wolf, qui fait remarquer ça, toujours dans le livre qu'on a cité à peu près 40 000 fois, Change for Good. Et Stacy Wolf, elle classe aussi The Wiz avec d'autres comédies musicales des années 70, comme Company, Godspell ou A Chorus Line, dans les comédies musicales qui sont structurées autour d'un ensemble ou d'un groupe.
Et elle va donner de l'importance au fait que cet ensemble soit mené par une femme et présente cette comédie musicale comme une œuvre sur la solidarité. C'est évidemment une œuvre qui est plus feel-good que politique, mais néanmoins, Ceci Wolf va y voir une représentation des communautés afro-américaines à cette période, et notamment du rôle des femmes en leur sein, et évidemment des luttes collectives pour les droits des personnes noires aux États-Unis. Du coup, The Wiz va présenter la communauté comme un agrégat d'individualité, c'est-à-dire chaque personnage a un désir, un manque, et ils se mettent ensemble pour résoudre les problèmes de tout le monde. C'est pareil, hein, c'est la même structure que dans le film de 39. Et le thème de la home est tout aussi fondamental que dans le film. The Wiz va se terminer sur un solo de Dorothy qui reprend justement sa fameuse I Want Song. Et le dernier mot de la comédie musicale est home. Donc on a vraiment compris. Hein. C'est un peu asséné comme dans le film, comme on disait tout à l'heure. La chanson Home, d'ailleurs, donc qui est le final de The Wiz, est assez célèbre. Elle est notamment reprise dans Glee, saison 1, par Christine Chenoweth, dans un épisode justement qui parlait de ce thème-là, de la maison, du foyer. C'est marrant ce que tu dis sur la dimension politique de The Wiz. Et je pense qu'effectivement, en décalant l'intrigue dans un univers plus urbain, plus contemporain, on perçoit mieux la dimension politique que peut avoir l'élu du magicien. On va dire les quêtes individuelles de chacun dans le Magicien d'Oz. Que c'est vrai que dans l'atmosphère onirique originale, c'était peut-être moins évident. Oui, tout à fait. Alors, The Wiz n'a pas été très bien reçu au tout début par les critiques, mais par contre, le public a plutôt adoré, notamment le public noir. Et The Wiz s'est quand même joué 4 ans avant de fermer, et a reçu 7 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, donc plutôt un succès. Il y a eu aussi un revival en 84, mais qui pour le coup n'est même pas resté un mois à l'affiche. C'est fou ça. Enfin, ça veut sans doute dire aussi que c'est très très... Enfin, c'est ce qui m'a semblé en voyant le film, parce que pour le coup, moi, je connais pas du tout la pièce, je n'ai que vu le film, c'est que c'était vraiment très ancré dans une époque. Et si tu te dis qu'un revival, seulement 10 ans plus tard, ça fait un flop à ce point-là, enfin, même pas un mois à l'affiche, c'est exemplaire. Enfin, ça arrive quand même pas souvent. C'est que c'était vraiment lié à un moment donné, sans doute aussi de l'histoire des communautés afro-américaines. Sans doute. Qui n'est déjà plus celle-là 10 ans plus tard. Il n'y a pas eu d'autres revivals depuis, hein, donc c'est vrai que c'est sans doute très ancré dans son époque. Moi non plus, hein, je connais pas... Je sais que le film, en fait, finalement, est assez différent, donc je pourrais pas parler non plus en détail de la comédie musicale scénique, mais sans doute, effectivement, qu'elle est très ancrée dans son époque. Donc il y a eu, on y vient, une adaptation au cinéma peu de temps après Broadway, en 1978. Alors, le film est réalisé par Sidney Lumet, qui est un réalisateur expérimenté, qui a fait de grands films. Hein. Il a réalisé son premier film en 57, c'était quand même 12 hommes en colère, donc un classique du cinéma américain. Mais il n'était pas du tout spécialiste de comédie musicale, j'ai envie de dire, ça se voit un peu. Hein. Et le scénario était de Joel Schumacher, donc futur réalisateur de fameux nanars comme Batman et Robin, l'espèce de version queer et camp de Batman, pas piqué des hannetons, ou encore l'adaptation de la comédie musicale Phantom de l'Opéra qui était pas très très réussie. Ils ont quand même pas mal retravaillé l'histoire, qui donc va s'éloigner un peu de celle de la pièce. Il y a aussi quelques nouvelles chansons, puisqu'à la supervision de la musique, on a Quincy Jones, un grand producteur de l'époque. On a rajouté une I Want Song avant que Dorothy parte pour Oz, qui s'appelle Can I Go On, où Dorothy se questionne sur qui elle est, sur un air mélancolique, et là on retrouve vraiment la même fonction que Over the Rainbow. Alors au casting, on a notamment 2 stars de la musique, Diana Ross en Dorothy. Bon, alors le petit problème, elle est très bien, mais elle avait quand même 34 ans. D'ailleurs, elle a insisté comme une folle pour avoir le rôle, et tout le monde n'était pas très content, et le premier réalisateur du film, John Badham, est parti à cause de ça. J'avoue qu'elle est pas très crédible en jeune fille quand même. Non, alors du coup dans le film ils ont rajouté un dialogue, je pense, pour dire qu'elle avait 24 ans, pour voilà quoi, qu'on croit qu'elle est censée être gamine. Et je crois que dans la pièce de Wiz, par contre, elle était ado. Autre star, c'est Michael Jackson qui joue le rôle de l'épouvantail. Même idée un peu que pour les Buddy Upside, Ray Bolger, etc. L'idée de donner le rôle de l'épouvantail à un danseur. Alors que, là encore, il danse assez peu. Oui, en fait, c'est vrai. Parce que la séquence avec les corbeaux, là, c'est les corbeaux qui dansent et lui, il est cloué à sa croix. C'est vrai, c'est bizarre. C'est vrai. Et après, il danse, mais voilà, un tout petit peu quand ils font les chansons, la fameuse Ease on Down the Road. Mais c'est vrai, ouais, effectivement. Alors, cette chanson, justement, dont tu parlais avec les corbeaux, c'est la chanson You Can't Win, qui avait été écrite pour Broadway, mais coupée à ce moment-là, et donc qu'ils ont ressuscité pour le film.
Alors Michael Jackson, en fait, le tournage de ce film, c'est 78, donc c'est avant son premier album solo. Évidemment, il était déjà connu parce que il faisait partie des Jackson 5, mais il n'avait pas encore sorti son premier album solo, Off the Wall, qui est donc sorti en 79. Et qui est produit par Quincy Jones, qui l'a rencontré sur le tournage de The Wiz, et album qui deviendra un des plus vendus au monde avec 20 millions d'exemplaires. Oui, c'est fou. En fait, s'il n'y avait pas eu une production du film de The Wiz, la face de la musique mondiale en aurait été changée, hein, puisque ensuite Quincy Jones et Michael Jackson ont continué à travailler ensemble, et ils ont notamment fait ensemble, évidemment, le célébrissime album Thriller en 82, l'album le plus vendu de l'histoire de la musique, avec 66 millions d'albums vendus. Dans le rôle de Glinda, on trouve Lena Horne, qui est une grande actrice et chanteuse qu'on a pu voir dans certains films musicaux de l'âge d'or hollywoodien, comme Cabin in the Sky, Stormy Weather et plusieurs films à sketch de la MGM. Mais bon, c'est une femme qui n'a pas eu une carrière, on va dire, à la hauteur de son talent, à cause bien évidemment du racisme des studios à l'époque. Dans les autres, on va dire, changements, il y a le fait qu'en fait, dans la comédie musicale The Wiz sur scène, Dorothy venait du Kansas. Mais dans cette version cinématographique, elle est à New York dès le début du film, et en fait, il voulait insister sur l'aspect urbain, y compris une fois qu'on est dans le monde magique et onirique de Oz. Du coup, il y a des trucs assez étonnants, comme une longue séquence dans le métro. Le métro de Oz, oui. Il y a aussi des immeubles, des taxis, des terrains vagues. Et d'ailleurs, leur trajet entre Harlem, Coney Island, le Brooklyn Bridge, la New York Public Library, c'est pas très logique, ça m'a un peu perturbée. Mais en tout cas, on va vraiment de lieu marquant en lieu marquant de New York. L'apparition des Munchkins au début qui sortent des murs, puisqu'en fait ils avaient été transformés en graffiti par la sorcière, je trouvais ça vraiment pas mal. Mais c'est vrai que le film est pas tout à fait abouti, il y a des effets spéciaux pas toujours beaux, ce qui est étonnant, enfin c'est beaucoup moins bien fait en fait que le film de 39, donc bon, comme quoi. Ah, moi, je trouvais que l'atmosphère, les décors, les costumes, tout était assez inquiétant. Moi, cette scène des graffitis, elle m'a fait un peu peur. Et alors, je parle même pas de la scène du métro avec des poubelles qui dévorent les gens. C'est vrai. J'étais quasiment terrifiée. Bon, je trouve malgré tout qu'on a quelques beaux numéros d'ensemble. J'ai bien aimé l'arrivée à la Cité d'Émeraude en mode voguing. Ouais. C'était plutôt chouette. Ou encore le numéro de la fin dans une espèce d'usine lorsque les travailleurs qui sont asservis par la Wicked Witch sont finalement délivrés et qui dansent à moitié nus. Là, j'ai trouvé ça assez inventif. Oui, alors c'est sur une chanson qui a été aussi écrite pour le film qui s'appelle Can You Feel a Brand New Day, qui est particulièrement catchy aussi, écrite par le chanteur soul disco Luther Vandross. Et je voulais aussi signaler le numéro de claquette du Tin Man que j'ai trouvé assez incongru, avec un côté old school qui détonne un peu, mais que j'ai bien aimé. Vrai. Alors Sidney Lumet était très ambitieux pour ce film, et il a été déçu de pas réussir à obtenir ce qu'il voulait, en tout cas pas tout ce qu'il voulait sur le plan visuel. Et alors il en parle dans son super livre qui s'appelle Faire un film, je le conseille vraiment à tous les cinéphiles. Il explique vraiment comment il fait des films, c'est passionnant. Et donc, dans son chapitre sur la direction artistique, il parle de The Wiz, et il dit que, par exemple, il voulait que la rencontre avec le lion ait lieu à la bibliothèque de New York, mais finalement, ça a été tourné en studio, comme la plupart des scènes. Qui a été filmé au studio d'Astoria, dans le Queens, donc un tout petit peu quand même on location. Ouais, c'est vrai. La scène de l'arrivée à Emerald City a quand même été tournée au pied du World Trade Center, c'est assez étonnant, mais Lumet raconte que c'était une catastrophe à cause du vent, parce qu'il y avait une espèce d'appel d'air entre les deux tours, et du coup les chapeaux des danseurs s'envolaient, il n'y avait pas moyen de les faire tenir. Donc voilà, petite déception pour le réalisateur, qui était conscient de son échec, je le cite, « Depuis les éléments primordiaux jusqu'aux plus petits détails, je voyais le film partir à volo. Je voyais l'aspect visuel m'échapper absolument comme de l'eau entre les doigts. Ce sont des choses qui arrivent. » Le film n'a pas marché en salle et a été assez mal reçu par la critique. Et j'ai même vu que Ray Bolger a dit que c'était pas bien. Bon, il exagère. Mais ceci dit, The Wiz est une œuvre qui continue d'être connue, puisqu'il y a eu notamment une version live à la télévision sur NBC en 2015. Tu sais, il y a quelques années, il y a eu cette mode des musicals filmés en live à la télé. J'ai l'impression que c'est déjà passé. Et il y avait un cast assez sympa, puisque la Good Witch of the North était jouée par Amber Riley, la méchante sorcière par la chanteuse Mary J. Blige, quand même, le Wiz par Queen Latifah, toujours dans les bons coups, et l'épouvantail par Elijah Kelly, qu'on connaît parce qu'il joue Seaweed dans le film Hairspray. Ouais, je me souviens pas du tout de ce live. Moi non plus, j'avais oublié, mais on trouve quelques extraits sur YouTube, ça vaut le coup d'être regardé.
Il y avait ensuite quelques autres versions que tu voulais nous mentionner. Oui, juste en passant, donc le téléfilm The Muppets Wizard of Oz de 2004, qui est également... Quelle horreur! Voilà, qui est également un film musical adapté du livre, mais encore différent, hein, avec d'autres chansons, etc. Donc on avait la chanteuse Ashanti qui faisait Dorothy. On avait Queen Latifah, mais qui ne joue plus Louise, mais qui joue la tante M. Et on avait Jeffrey Tambor, l'acteur principal de la série Transparente, qui jouait le magicien. Et les autres personnages sont des Muppets, parce que vous savez, c'est un peu bizarre les films Muppets, il y a moitié humain, moitié Muppets. On va pas en parler trop longtemps, parce que Fanny n'aime vraiment pas ça. Et juste en passant, parce que j'ai pas pu le regarder, puis ça avait pas l'air fameux, il y a eu un film d'animation en 2013, Legends of Oz, Dorothy's Return, qui était une adaptation d'une suite du Magicien d'Oz qui a été écrite en 1989 par l'arrière-petit-fils de L. Frank Baum. Bon. N'arrête pas le filon. Ouais, quoi. c'est ça. Et donc, dans ce film, on avait les voix de Léa Michel pour Dorothy, qui chante d'ailleurs, j'ai vu l'extrait, une espèce de I Want Song, on y revient toujours, dans le style Over the Rainbow. Bernadette Peters, grande star de Broadway dans le rôle de Glinda. Megan Hilty, qui elle a joué Glinda dans Wicked, dans un nouveau personnage de princesse en porcelaine qui va accompagner Dorothy dans son parcours, parce qu'évidemment, Dorothy va rencontrer des compagnons voilà, dans sa route vers la cité d'Emeraude. C'est très très original. Et enfin, on le mentionne malgré tout, bien évidemment, la comédie musicale Wicked, qui date de 2003, qui est l'adaptation d'un livre, hein, l'adaptation d'une sorte de préquel du Magicien d'Oz. Mais voilà, Wicked mérite amplement qu'on lui consacre un épisode à part entière. On en parlera le moment venu. Anna vous a dit tout à l'heure que c'est promis, on vous en parlera lorsque le film sortira, mais que comme c'est un film qui est retardé depuis de nombreuses années, on ne sait pas quand est-ce qu'on finira par vous en parler. Mais promis, on vous en parlera bien évidemment de Wicked, parce que c'est aussi une comédie musicale qui est chère à nos cœurs. Tout à fait. Promis, promis. Eh bien, on est arrivé au bout de cet épisode. Bravo Fanny. Bravo Anna, je suis épuisée. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez sur tous les réseaux sociaux et toutes les applications de podcast sur lesquelles vous vous rendez. Merci à nos partenaires, L'écran pop et Tony Comedy. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Woo!